Bien, je vous propose qu'on démarre peut-être, comme c'est la fin de la journée, c'est quand même toujours un peu compliqué et qu'il y a un cocktail après, donc on ne va pas vous faire rater le cocktail non plus. Ben non. Donc on va passer un petit moment ensemble, c'était prévu 1 heure, mais on va faire un peu plus court, on va faire 40 minutes. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire, au contraire, mais c'est, je pense, amplement suffisant sur ce sujet-là, en tout cas avec les intervenants. Donc vous allez avoir en fait une introduction assez rapide de ma part. Je suis Xavier Hua, le directeur général de l'Institut du commerce. Je vais vous expliquer ce qu'est l'Institut du commerce très très rapidement, et puis surtout vous dire en fait, vous parler du thème de cette conférence de clôture, qui est l'intelligence artificielle et le machine learning au service des prévisions de vente. Donc on aura ensuite une présentation de Patrick, et j'ai oublié ton nom de famille. Delcourt, merci, de Newton Voreal Consulting, qui va vous faire un peu de, comment on va dire, un peu l'IA pour les nuls. Essayer d'expliquer un peu en fait avec des mots simples et de manière assez simple et assez directe ce qu'est l'IA, ce que ça n'est pas, ce que ça peut faire, ce que ça ne peut pas faire. Et puis en fait cette présentation, je vais vous l'expliquer dans mon introduction, était une présentation qui a été faite dans un atelier de réflexion de l'Institut Commerce pour justement essayer de comprendre, de déchiffrer, de décrypter cette nouvelle technologie. Et puis on terminera avec Symfony Retail AI. Le AI est important forcément, avec AI, avec Sophie Motin et Raphaël Berthollet qui termineront en fait et qui auront là pour le coup plus de cas d'usage, donc des exemples vivants, concrets et très intéressants d'application et d'utilisation de l'IA. Alors pour commencer, l'Institut Commerce est une association, en fait, c'est une association professionnelle qui regroupe industriels, distributeurs et prestataires de services de produits de grande consommation, donc toute la grande distribution, Auchan, Carrefour, Leclerc, etc. Pas mal de distributeurs spécialisés également dans le jouet, dans l'électroménager, dans le bricolage, dans la parfumerie sélective. Les fabricants, donc les Nestlé, Coca ou autres, ou Chanel, Guerlain, qui vont livrer ces boutiques des distributeurs ou directement d'ailleurs les consommateurs maintenant. Et les prestataires de services en fait qui sont des acteurs en fait qui aident finalement industriels distributeurs sur toute la chaîne de valeur. Le rôle de cette association, vous le lisez aussi bien que moi là, le rôle de cette association est de faire travailler ensemble industriels, distributeurs et prestataires pour mieux répondre aux attentes des consommateurs. Alors je ne vais pas vous faire de dessin, vous êtes consommateur comme moi. Vous passez des commandes de produits que vous voulez acheter en ligne ou vous allez dans les points de vente. Il y a des demandes et des attentes et des besoins des consommateurs qui ont énormément évolué ces dernières années et qui évoluent de plus en plus vite et qui font que industriels et distributeurs ont vraiment besoin de travailler ensemble pour répondre à ces attentes-là. Ça peut être essayer de comprendre en fait ce qu'un consommateur souhaite acheter, où est-ce qu'il veut l'acheter, quel est le circuit de distribution, est-ce qu'il veut être livré chez lui, est-ce qu'il veut aller dans une boutique, parce que ça existe encore, aller dans un magasin physique, est-ce qu'il veut être livré dans un casier sur le trajet de son domicile à son travail, que sais-je. Pour tout ça, en fait, il y a besoin de s'organiser, il y a besoin d'organiser la supply chain en amont de tout ça. Et l'IA peut aider à tout ça via des prévisions de vente en particulier, via autre chose aussi. En fait, il y a d'autres applications, mais en tout cas, c'est un sujet qui a été évoqué au sein de l'Institut du commerce dans ce qu'on appelle un atelier de réflexion. Je vais passer très vite, en fait, partager une vision de l'avenir, tester, apprendre ensemble, construire demain. Ça, ce sont en fait des activités que l'Institut du commerce porte pour ses adhérents. Et là, vous voyez en fait tout en bas, intelligence artificielle et machine learning pour les prévisions de vente en collaboration avec Newton Voreal, qui était un atelier de réflexion. On a passé une journée en fait avec une vingtaine en fait de nos adhérents industriels distributeurs pour justement comprendre qu'est-ce que l'IA peut apporter pour les prévisions de vente. Est-ce que ça fiabilise tout ça? Est-ce que ça permet d'avoir une meilleure prévision? Est-ce que ça va se déployer très vite? Est-ce que c'est une boîte noire, l'IA, et finalement on ne sait pas trop ce que c'est, et puis ça nous crache un truc, et puis les personnes qui avaient l'habitude de faire ces prévisions, de faire la pro, etc., se disent moi je perds toutes mes prérogatives, en fait je veux pas de ça. Donc on a parlé vraiment de ces sujets-là de manière assez intense, d'où la présentation de Patrick et les exemples de Symfony Retail AI. Je le dis bien maintenant. Pour terminer cette introduction assez rapide, en fait, l'Institut du commerce accompagne finalement ses adhérents industriels distributeurs
Et il y a 3 piliers en fait qu'on essaye de mettre en place et sur lesquels on a des travaux, donc ateliers de réflexion ou groupes de travail ou des conférences également. Ces piliers, vous les avez devant vous également, c'est confiance et transparence. Pourquoi? Parce que c'est finalement les consommateurs comme vous et moi, il y a une défiance de plus en plus forte vis-à-vis des distributeurs et des fabricants dans l'alimentaire, mais aussi dans le non-alimentaire. On a globalement pas trop envie en fait d'avoir des produits qui sont fabriqués. On ne sait pas trop où, on ne sait pas trop qui. On a envie d'acheter des produits alimentaires où on sait à peu près ce qu'il y a dedans, et puis on a envie que ça me vienne de pas trop loin. Donc cette défiance, ou plutôt, enfin cette confiance qui a diminué, il y a besoin de se la réapproprier, de restaurer en fait cette confiance. Et donc on a des tas de travaux en fait qui sont sur la supply chain, sur le marketing, sur le merchandising, mais qui sont effectivement restaurer cette relation responsable avec le client. Le troisième, et je passerai au dernier après, le dernier mètre, c'est finalement le dernier point de contact du parcours d'achat. Quand vous êtes, je disais tout à l'heure, vous allez acheter, vous faites une liste de courses, que ce soit de l'alimentaire ou du non-alimentaire, vous allez avoir finalement, au bout de votre parcours d'achat, vous allez prendre possession de votre produit. C'est ce qu'on appelle le dernier mètre. Et ce dernier mètre, en fait, c'est encore une fois, ça peut être dans un point de vente sur un linéaire, ça peut être une livraison à domicile, ça peut être tout ça d'autres choses. Et c'est ce dernier mètre qui va être la dernière expérience pour le client, qui sera bonne ou moins bonne. Il faut espérer qu'elle soit la meilleure possible. C'est cette expérience-là en fait, qu'on va essayer d'améliorer à travers, encore une fois, différents travaux de l'Institut du commerce. Et data et digital, c'est pourquoi, tout simplement, je ne vais pas vous l'apprendre. La donnée est une chose extrêmement fondamentale pour les industriels et pour les distributeurs. Et cette donnée, en fait, vient... il y a de plus en plus de données. Et ces données, quand on les ingère, quand on les intègre dans des systèmes d'information, avec un peu d'IA derrière, on peut peut-être sortir quelque chose d'un peu plus intelligent et d'un peu plus pertinent pour le consommateur et pour toutes les parties prenantes en fait. Donc ça, voilà, je vais m'arrêter là, sinon je vais prendre trop de temps sur le vrai sujet. Donc je vais passer la parole à Patrick, qui va, comme je vous disais, vous faire l'IA pour les nuls. C'est pas très sympa, mais alors par contre, attends. Oui, non, mais pour expliquer un petit peu tout ça. Tiens, je te passe le micro. Merci, bonjour à tous. Alors, c'est la suite, là? Non, ouais, je vais appuyer avec le... Alors, on va essayer en l'espace de 10-15 minutes, non pas d'explorer tous les méandres de l'intelligence artificielle, mais essayer d'en comprendre quelques basiques, des basiques assez simples, en commençant par une partie historique. Qu'est-ce que l'IA? Quand est-ce que naît l'intelligence artificielle? Alors aujourd'hui, si on prend une définition de l'IA, en fait l'IA c'est tout ce qui touche à l'informatique au sens très large, puisque même quand vous achetez un téléphone, on vous dit qu'il y a de l'IA pour le chargeur de batterie. Donc déjà, il y a une grande différence entre la réalité et ce que je dirais le terme qui est utilisé, usité dans la vie courante. Dans les années 50, on était vraiment dans une informatique algorithmique très déterministe. On écrivait un programme avec une suite logique de questions, d'interrogations, de valorisation qui conduisait des résultats, bon, pas bon, etc. etc. C'était assez sommaire, mais ça permettait de quoi? Ça permettait de faire des calculs, ça permettait de résoudre des problèmes qui étaient déjà identifiés en termes d'entrée-sortie et même de résultats qu'on devait obtenir. Ceci dit, au fur et à mesure que la technique, le hardware a commencé à évoluer, les informaticiens, les chercheurs ont commencé à se dire mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller au-delà d'un programme, je dirais, très déterministe, avec un raisonnement déjà écrit, puisqu'un algorithme, c'est un raisonnement qui est écrit, qui est traduit en langage machine, en logiciel, en quelque chose de beaucoup plus souple, qui sera faire quoi? Au lieu de programmer des raisonnements, est-ce qu'on ne peut pas déjà, première chose, faire en sorte de pouvoir stocker de manière intelligible des règles? Ce qu'on appelle à l'époque, on appelait des règles d'inférence. Une règle, c'est très simple. Si Jean est le fils de Paul et que la relation fils détermine la parenté, ça permet de déduire que Paul, éventuellement, est le père de Jean. Et donc l'idée, c'est l'intelligence artificielle était de base de stocker toutes ces règles d'inférence, et qu'on faisait ensuite joindre à des données. Et en faisant tourner tout ça, on arrivait effectivement à avoir une souplesse dans les déductions, les résultats attendus à une question.
La grosse problématique qui se passait, c'est que tous ces programmes-là étaient extrêmement demandeurs de calcul. Et le hardware de l'époque, jusque dans les années 90, 95, voire 2000, était incapable de pouvoir traiter toutes ces données. Incapable de niveau, des puissances de calcul, les processeurs, et au niveau des capacités de stockage. Alors, je suis d'un âge canonique, hein, si on regarde un parti informatique. Donc, dans les années 80-85, j'ai connu la fin des cartes. Hein, les disques floppy tout mous, hein, où on stockait religieusement 512K. J'ai connu après les mini-serveurs avec des grosses cloches à salade qui contenaient, allez, peut-être 10 mégas, on était le roi du pétrole. Et maintenant, dans votre portable, votre PC, vous avez 1 téraoctet, voire 2-3 téraoctets. Donc imaginez qu'en même temps, vous avez une puissance de calcul, vous avez 2-3 téraoctets, 4 téraoctets, 5 téraoctets de disponibles de données, avec des calculateurs biprocesseurs capables de faire du parallélisme et autres, vous avez une capacité d'analyse énorme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est dans les années 90, des chercheurs en informatique ont dit, bon, assez simple, hein, ils n'étaient pas plus intelligents que tout le monde, de quelle manière fonctionne le cerveau? Le cerveau, c'est simple, on a des neurones. Chaque neurone sont connectés par des dendrites et font des connexions. Et suivant les signaux, on arrive à un raisonnement, quelque part, à un résultat. Et c'est imaginer, mais pourquoi on ne pourrait pas copier ce genre de représentation dans le système justement d'intelligence artificielle qu'on va bâtir pour pouvoir résoudre notre problème. Et résoudre le problème, c'est quoi? C'est l'interprétation de données. Donc en gros, même si vous réfléchissez, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? C'est la capacité à interpréter rapidement des données, pas forcément structurées, de la manière que nous faisons à travers notre cerveau. Hein, c'est vraiment ça l'intelligence artificielle. Et dans le temps, ce qu'on voit, c'est vraiment le soutien au développement de l'intelligence artificielle. C'est fait d'une part par effectivement dans les années 90 une conception un peu différente de la façon dont on pouvait résoudre les données, et d'autre part par un décuplement, voire plus, des capacités de calcul et de stockage des données. Là, on s'arrête en 2022. Je peux vous dire qu'en 2050, ça sera peut-être encore pire, parce que les capacités de traitement des ordinateurs se seront probablement multipliées par une centaine de fois. Parce qu'on n'est pas encore à la rupture technologique, mais on va y arriver, en particulier tout ce qui est les problématiques des ordinateurs dits quantiques, qui permettent de dépasser la logique binaire 1-0, qui reste toujours le système de stockage dans les systèmes informatiques. Alors je ne vais pas aller là-dedans, parce qu'on aura tous très mal à la tête, et ça va durer beaucoup plus longtemps que ça. Mais on est vraiment à l'aube d'une prochaine rupture. Alors, passer ces petits domaines, alors je vais passer là-dessus, parce que bon, j'en ai largement parlé hein, sur le passage, qu'est-ce que l'IA? Alors un modèle idéal, intelligent, non forcément humain, nommé rationalité par un grand penseur dont je ne connais pas le nom, Minsky. Là, on est vraiment, la seule chose qu'il faut retenir, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est la capacité de traiter très rapidement une information qui, à la limite, va être un peu déstructurée à la fin. C'est la seule chose. Ce qui est faux dans l'intelligence artificielle, c'est intelligence. Ce n'est pas une intelligence. Il ne faut pas croire que c'est une intelligence. Pourquoi? On en parlera tout à l'heure. Enfin, je vais donner un exemple très simple. Alors, il y a beaucoup de chats dans les problématiques d'intelligence artificielle. Bon. Je vais prendre un exemple. Un chat, vous montrez un chat à un enfant de 3 ans, vous lui montez 3 fois un chat, il sait ce que c'est qu'un chat. Pour qu'un système neuronal arrive à décoder un chat, reconnaître un chat, plusieurs centaines de milliers de photos, et encore, il est capable de se tromper. Et on peut même le tromper en changeant 1 ou 2 pixels dans les pixels qu'il voit. Donc ce n'est pas de l'intelligence, ce sont des systèmes de calcul rapide, d'interprétation rapide, mais en aucun cas capables de simuler le cerveau humain. Alors bon, il y a beaucoup de gens qui disent, mais c'est faux, je maintiens ma position. Et il y a une autre position, c'est quand vous posez une question, et vous dites, mais pourquoi vous avez fait ça? Vous expliquez. Aujourd'hui, les systèmes d'intelligence artificielle sont incapables d'expliquer pourquoi il y a tel résultat. Ce qui pose un gros problème, puisque par exemple, dès que des personnes voudraient mettre de l'intelligence artificielle, donc des systèmes de deep learning et autres, au système expert sur les parties juridiques, en disant effectivement le code Napoléon ou le système juridique est très, très normé, très codé, c'est logique, même la jurisprudence, et donc un système de calculation, un calculateur avec un certain nombre de règles ou bases de données sera capable de donner un bon résultat. Sauf qu'ils ne savent pas l'expliquer. Et qu'est-ce qui se passe si, quelque part, il y a une erreur? On sait très bien que l'ordinateur, lui, se trompe jamais. Il applique bêtement. Si la donnée d'entrée est mauvaise, le résultat sera mauvais. Donc c'est encore une des composantes qui fait que, pour l'instant,
alors peut-être qu'on ira un jour, hein. Enfin, j'y crois assez peu, on n'est pas capable d'expliquer le résultat. Donc là, une machine ne peut pas expliquer pourquoi j'ai dit telle chose ou telle chose. Hein. On est capable de reconstruire, parce qu'on verra comment sont structurés les réseaux neuronaux, mais on n'est pas capable d'expliquer pourquoi. Bon, donc très rapidement, ça reprend les mêmes principes. Un joueur d'échecs, c'est assez déterministe. Alors la fameuse révolution dans les mémoires, c'est le joueur de Go qui a été écrasé par une machine, je crois que c'est IBM, il me semble. Oui, enfin, la machine en question ne sait faire que du Go. Hein. Vous lui demandez de faire une autre analyse, elle ne sait pas faire. Hein. Donc c'est quand même une des limites importantes. On voit aussi beaucoup, on en parlera tout à l'heure, que les machine learning sont utilisés en médecine. Quelques soucis il y a 1 an, les résultats recommandations de traitement qui ont été faits sur la machine qui faisait des traitements cancéreux, je crois, anticancéreux, a fait quelques erreurs qui étaient assez significatives. Mais c'est normal, la machine n'a pas d'intelligence, de choix, elle est faite par rapport aux données qu'on lui a données. Et si ces données qu'on lui a données n'ont pas été jugées, interprétées ou qualifiées bonnes ou pas bonnes, ou autres, eh ben la machine fera une erreur d'interprétation. Donc il ne faut pas croire non plus que c'est la pierre philosophale à tous nos problèmes, que c'est capable de tout faire. C'est capable par contre, oui, d'aider l'homme, vraiment d'aider l'homme dans la réalisation, dans la prise de ses prises de décision, et je dirais à la limite, le dispenser peut-être de faire un certain nombre de tâches qui sont un peu hasardeuses, qui sont très consommatrices de temps, et le focaliser sur des tâches à valeur ajoutée. Vous avez exactement le même principe dans la partie industrielle, sur la robotisation. On est beaucoup dans les cobots, hein, c'est la co-robotisation. C'est le travail associé entre l'homme et la machine, où effectivement on utilise un robot pour faire des tâches qui sont assez répétitives, où il n'y a pas besoin de créativité. Et focaliser l'homme sur quoi? Sur l'endroit où effectivement il y a beaucoup de valeur ajoutée. En médecine, pour la même chose, on va proposer 3-4 pistes de réflexion. Toujours l'homme, le chirurgien, le médecin et autres sera plus à même de dire « Ah oui, en fonction de ça, je peux ». En particulier sur certaines maladies rares, vous pouvez imaginer qu'on ne peut pas se souvenir de tout. Et que si on n'a pas eu confronté à la bonne expérience, on ne sera pas capable de prendre la bonne décision. Par contre, si on vous met sous les yeux qu'effectivement il y a un potentiel à tel endroit, tel endroit, tel endroit, l'homme sera capable de prendre cette décision. J'en ai parlé tout à l'heure. On va aller un peu plus dans le dur un peu technologique. Ça va prendre 3 minutes. Je vous disais tout à l'heure l'approche déterministe versus une approche statistique. Alors l'approche statistique, c'est effectivement la grande révolution, le grand changement par rapport à l'algorithmique classique et même ce qu'on appelait avant les systèmes experts avec des moteurs d'inférence. Le raisonnement, c'est vraiment, on part d'un niveau assez élevé. Je vais prendre la photo du chat, on va la décomposer en plusieurs pixels. Chaque pixel est analysé et à chaque moment d'analyse, on va confronter est-ce que c'est ça ou c'est pas ça. Et puis on va affecter une valeur probabiliste. Et à la fin, si c'est le bon chemin, on aura le meilleur poids de probabilité, la meilleure probabilité pour que ça puisse arriver. Et pourquoi on dit système apprenant? C'est parce que quand on fait apprendre à ces machines, entre guillemets, on fait quoi? On leur donne des données supplémentaires. Et suivant le résultat que cela sort, on lui tape sur la figure, on lui dit ça c'est pas bon, et ça c'est bon. Et c'est comme ça que le système arrive à corriger la pondération finale de son choix. C'est comme ça, donc l'homme est vraiment celui qui éduque quelque part la machine, sur des domaines très particuliers et très précis. Alors les applications, bon, alors Siri, ça se voit bien, hein, votre téléphone Apple, la reconnaissance vocale, tout ça. Bon, sur des méthodes d'analyse importantes, sur des modèles de prévision. Alors, quand on voit reconnaissance d'écriture, modèle de prévision, segmentation client-produit, en fait, c'est surtout une capacité d'analyse très rapide des données. On va dire qu'il y a une intelligence artificielle dans un traducteur. Vous parlez à quelqu'un, vous parlez anglais, automatiquement, ça vous traduit dans l'oreille en français. Bon, c'est génial. Mais effectivement, c'est une capacité d'analyser un signal, de le confronter à une sorte de base de données gigantesque de signaux, et dire, voilà, le hello, ça veut dire bonjour. Donc c'est vraiment cette capacité de confronter des données, les analyser et en tirer des résultats. Alors, tout le monde dit, on parle tous de deep learning, machine learning. Alors, c'est effectivement, on voit la structure de base, hein, qui est un réseau de neurones. On voit que chaque petite boule est connectée entre elles. Et avec plus on met de niveaux, plus on va être capable de complexifier le niveau d'analyse et complexifier le type de données analysées. Et à la sortie, vous avez un poids qui correspond à la validité ou non de telle proposition. Donc le chat,
En entrée, on prend une photo, enfin, on est injecté dans la machine, il est pixelisé, il va suivre tout un parcours pour à la fin te dire ah bah oui, ça c'est un chat. On lui prend un chien, il va faire sa pixelisation. À chaque niveau, il va y avoir une identification plus fine. Donc au début, on va mesurer peut-être l'écart entre les deux oreilles, on va mesurer, voir s'il y a des moustaches, pas de moustaches, enfin quelques éléments discriminants. La longueur des moustaches ou leur forme, parce que les chiens qui peuvent avoir des moustaches, vont permettre de déterminer oui ou non si c'est un chien ou un chat. Sur l'industrie, dans l'industrie, vous avez des robots aujourd'hui qui sont capables de discriminer, différencier dans un tas de vis la bonne vis. Qu'est-ce qu'on a fait? On prend un réseau neuronal du commerce, qui se trouve par exemple TensorFlow, qui a été développé par Google. Vous prenez derrière la banque d'images ImageNet, où il y a des millions et des millions de photos qui sont référenciées. Et puis comment vous faites votre programme avec le robot lit. Et puis au début, sur la base d'images, il dit bah, tiens, c'est la bonne vis. Vous dites ça, c'est pas la bonne vis, vous donnez une tape sur la tête. Donc il intègre que c'est pas le bon résultat. Il reprend une autre photo et ainsi de suite. Donc il y a un cycle d'apprentissage. Le but à chaque fois, c'est s'assurer que pour la bonne photo, on ait la bonne pondération. Alors bon, je ne vais pas aller plus loin parce que plus c'est profond en analyse, plus c'est complexe et plus on décompose. Ce qu'il faut savoir aussi en entrée, c'est si vous piégez un seul nœud, même si vous avez 100 000 analyses, tout est faux. C'est là aussi on arrive en reconnaissance de forme, très pratique pour les terroristes. Vous changez un pixel sur la photo, ça plante. Alors on dit oui, mais c'est pas grave, on va refaire des correctifs. On le fait sur les transmissions de données, on corrige avec des algorithmes, des clés, etc. On arrive à les corriger. Oui, mais à chaque fois, on aura ce problème. Et on ne saura pas expliquer pourquoi. Il m'a sorti que c'était un singe, alors j'ai présenté une voiture. Voilà. Alors, un peu plus. Dernier, juste pour bien comprendre, je l'ai dit vraiment plein de fois, c'est vraiment l'intelligence artificielle, c'est l'association de données brutes extrêmement larges avec une capacité de traitement et d'analyse pour obtenir un résultat. C'est vraiment ça. Et quelque part, je suis sûr que vous avez deviné que la notion de big data, dont on parle aussi, les deux sont intimement liés. Big data, c'est aussi énormément de données qui sont plus ou moins structurées, qu'on va être capable d'analyser pour en tirer des éléments importants ou significatifs. Donc cette capacité à pouvoir cette analyse, c'est effectivement l'intelligence artificielle ou les réseaux neuronaux qui vont pouvoir le faire. La clé, c'est vraiment la donnée. C'est pour ça qu'en termes stratégiques, pouvoir avoir sa donnée, et je dirais même en termes d'un magasin, pouvoir gérer ses propres données de prospects ou de clients et autres, et faire en sorte que ma concurrence ne les ait pas à disposition, c'est fondamental. Parce que avec toutes les capacités de traitement qu'on a, capacité de comparaison, d'analyse, de proposition de choses, sur des échelles énormes, on est effectivement capable de faire du décisionnel, de pouvoir orienter telle ou telle chose. Avec des vitesses très rapides. Alors, tout le monde parle de la 5G, mais la 5G, ce n'est pas un moyen de téléphoner plus rapidement ou d'avoir des choses. C'est la capacité d'avoir, sur des distances très élevées, des communications temps réel. Si vous derrière, mais imaginez donc, des réseaux neuronaux, bases de données, des vitesses de calcul élevées, des capacités de transmission quasi instantanées, tout ce qu'on va pouvoir faire. Donc, la maîtrise de la donnée, la sécurisation et de reste est extrêmement importante. Alors, rapidement, bon, j'en ai parlé, je vais pas aller dessus. C'est écrit doute sur certains développements, le RPA, en gros, donc Robotic Process Automation, l'automatisation de process. Bon, moi, je simplifierais en disant c'est du super workflow avec des fonctionnalités en plus. Il y a ça aussi, quelquefois, on a tendance à mettre de l'IA sur des choses qui n'en sont pas vraiment. Alors, on utilise des concepts. Mais bon, ce sont des choses qui se font depuis un certain temps. Par contre, oui, la capacité de traitement de données est une réalité. Là, vraiment, le point noir de l'IA, c'est l'incapacité à pouvoir expliquer des résultats. Et somme toute, parfois, ce n'est pas toujours très fiable. Donc les grands qui interviennent dans ce domaine, en particulier Google, avec son TensorFlow. TensorFlow, ce sont des réseaux neuronaux mis en disposition du public, sur lesquels vous pouvez commencer à faire vos applications, qui est interconnecté avec tous les systèmes, que ce soit du Python, que ce soit du Java et autres. Et donc, il y a une communauté aussi de traitement, de typologie d'analyse qu'on peut faire. Vous pourrez se trouver sur Internet, vous pouvez trouver le petit réseau neuronal qui va vous permettre de faire de la reconnaissance de forme basique. Ça aussi, c'est partie un peu de notre monde. Tout est connecté, tout est interchangeable.
On peut donc faire énormément de choses. Voilà. Bon, alors rapidement, dans le domaine de notre domaine de prédiction, vous avez pu comprendre que ça s'applique pratiquement à tout. Sur la prévision, alors la prévision, on va dire même une prévision des ventes basée sur un certain nombre d'événements ou d'éléments discrets dont on n'a pas forcément aujourd'hui la connaissance. Donc si on est capable d'injecter sur un historique de 5 ans, 3 ans ou je ne sais, divers éléments qu'on pourrait juger pertinents, alors que ce soit la hausse du prix du pétrole, que ce soit il fait chaud ou il a plu, je ne sais quoi, dans un système décisionnel qui voudrait déterminer de quelle manière va évoluer le prix du Coca-Cola, je dis des bêtises, mais c'est avec le big data et la capacité d'analyse, on sera capable d'identifier les quelques facteurs discriminants ou quelques facteurs qu'il va falloir suivre pour pouvoir influer ou non sur tel modèle. Voilà, on peut faire ça. Voilà, mais il y a ça, c'est comme votre réfrigérateur connecté, on ouvre la porte, on sait ce qu'il y a dedans. Donc, bref. Là aussi, il y a des choses, il faut rester un peu plein de bon sens et utiliser la puissance où elle se trouve. En maintenance, l'intelligence, c'est pas encore vraiment de l'intelligence artificielle, quoique ce qu'on fait en maintenance, qu'on commence à faire, parce que je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les jumeaux digitaux, les digital twins. En fait, ça consiste à quoi? Alors, je ne sais pas si dans le retail ça peut se faire, peut-être faire des digital twins de clients. Il faut imaginer leur comportement. Mais on va prendre un moteur, on va faire son modèle numérique, donc il se comporte comme un moteur, et on va faire appliquer à ce moteur les mêmes conditions d'exploitation que ce moteur sur un avion d'une compagnie aérienne. Donc on va faire les décollages, les temps de cycle, etc., etc. Et donc on va reproduire exactement les mêmes contraintes sur le moteur. Et à la fin, on va être capable de dire sur ce moteur, ben voilà, attention, il y a un risque de failure, un risque de dysfonctionnement qui va apparaître. Parce que le modèle numérique et le modèle opérationnel suivent exactement les mêmes courbes. Donc c'est la capacité de traitement donné, c'est aussi des référentiels d'analyse qui permettent d'avoir ce genre de produit. Donc vraiment, on peut l'utiliser quasiment partout, puisque c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est un nombre de données qu'on peut exploiter, une capacité de traitement, et tout ça de manière très rapide, sans que ces données soient forcément très structurées. Parce qu'on est capable de les restructurer et de les pixeliser, entre guillemets, pour déterminer celles qui sont plus ou moins importantes. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, et bien, ça ira là. Voilà. Hein, c'est bon? Super. Voilà, la suite. Voilà, pour partager plutôt un retour d'expérience, tu me lances du coup, voilà. Donc Symfony Retail AI, donc IA, intelligence artificielle. Donc on va vous montrer. En fait, l'objectif, c'est vraiment de montrer comment l'intelligence artificielle peut être utilisée dans le monde du retail et notamment dans le monde de la supply chain. Merci Raphaël. De la supply chain, mais aussi de la fidélité client, de la promotion, etc. Donc en fait, Symfony Retail, on s'appelle Aldata, on s'est appelé Aldata pendant 25 ans et on a changé de nom il y a 2 ans, donc pour s'appeler Symfony Retail AI. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté de l'intelligence artificielle dans un certain nombre en fait, de nos solutions. Donc on va voir ça. Et effectivement, dans ce qu'a dit Patrick, l'intelligence artificielle, il ne faut pas le prendre pour argent comptant. C'est pas bon et adapté partout. Donc en fait, on a fait un certain nombre de pilotes, d'essais avec nos clients. On a travaillé vraiment le sujet pour voir comment on pouvait utiliser l'intelligence artificielle, sur quelle solution, dans quel cas, avec quel type de client. Donc c'est vraiment le retour qu'on veut vous faire. Donc on est présent sur 3 domaines, la supply chain, les programmes de fidélité et le catégorie planning. Et donc au niveau des solutions, on a vraiment regardé où est-ce qu'on allait mettre l'intelligence artificielle. Donc on voit ici, je ne sais pas si j'ai un pointeur ou pas. Voilà. Donc on peut le mettre effectivement pour essayer de réfléchir à quelle meilleure offre dans des programmes de fidélité, quelle meilleure offre pour quel type de client. Donc pour essayer d'analyser, de segmenter le client et de pouvoir faire des offres adaptées à ces clients. Sur réfléchir en fait sur l'assortiment, le cluster, comment faire des clusters, donc des silos de magasins adaptés, donc et avec l'assortiment qui correspond le mieux à ces magasins. Donc on a vraiment réfléchi et travaillé pour être sûr d'utiliser l'intelligence artificielle sur un certain nombre de modules, mais pas forcément tous les modules. Et notamment un des modules qui est Demand AI, donc c'est le module de prévision de vente. Et on a vraiment travaillé pour étudier de quelle façon, dans quel cas, cette intelligence artificielle allait pouvoir faire des meilleures prévisions,
que les modèles statistiques qu'on utilisait à travers nos solutions actuelles. Donc l'intérêt, c'est que ça fait déjà 25 ans qu'on travaille avec la grande distribution, donc Carrefour, Auchan, Intermarché, U-Enseigne, Casino, Leroy Merlin, Alinéa, Maison du Monde, etc. En France, d'autres dans le monde entier. Donc vraiment, on pouvait comparer les méthodes de prévision de vente statistiques avec les méthodes de prévision de vente d'intelligence artificielle nouvelles. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on va le faire aujourd'hui sur de la grande distribution, mais vraiment, on sait que ça va pouvoir être dupliqué sur du commerce de détail. Et donc, Raphaël, je pense qu'effectivement, sur les challenges, tu peux expliquer le pourquoi c'est intéressant. Merci. Alors, qu'on soit en intelligence artificielle ou en méthode statistique, prévoir la demande, ça reste toujours la même problématique à résoudre, c'est-à-dire savoir anticiper, estimer, deviner quel va être le volume qui va être vendu chaque jour sur chaque magasin pour chaque article ou expédié chaque jour par chaque entrepôt vers quel destinataire. Et pour faire ça, ça fait 25 ou 30 ans, peut-être même depuis les années 70, ça a commencé, qu'en fait, on commence par récupérer un maximum de données, les historiques de vente, historiques d'expédition, des informations additionnelles. J'avais une promotion, j'avais une rupture. Récemment, des gens ont tenté d'enrichir avec des informations contextuelles autres. Il faisait beau, il faisait pas beau, enfin ce genre de choses. Et nettoyer ces données ou obtenir un jeu de données correct pour appliquer des algorithmes statistiques et obtenir une prévision, c'était déjà un défi en fait. La gestion de la donnée en elle-même, c'est un vrai challenge chez tous les clients qu'on a rencontrés, chez tous les retailers, chez tous les distributeurs. Donc ça, c'est en gros souvent 80% de l'effort humain, de l'effort des équipes, c'est maintenir la qualité de données, enrichir la donnée, etc. La multiplicité des références et des types de location, d'emplacement dans la grande distribution, c'est un vrai problème. Les hypermarchés, c'est 70 000 à 100 000 références par emplacement. On a des clients qui ont des dizaines, des milliers, voire plus de 10 000 magasins à gérer, avec des formats multiples, qui ont chacun des assortiments de plus en plus localisés et de plus en plus spécifiques. Donc on va parler des fois sur un pays ou un groupe de pays géré de façon centralisée à peut-être 1 million de références parfois à traiter. Donc des choses vraiment colossales en volume. Et qui sont très variables. Il y a des choses qui se vendent très régulièrement, des choses hyper saisonnières, des choses très erratiques ou aléatoires. Et puis les facteurs extérieurs que j'ai évoqués, en France, on a des grèves ou des choses comme ça qui peuvent aussi venir perturber les ventes, perturber les historiques, et quand on va utiliser ces historiques pour essayer de prévoir le futur, si on ne fait pas d'action corrective dessus, on va fausser l'interprétation. Mais après, les choix des distributeurs eux-mêmes interviennent parce que comme ils font des promos sans arrêt, substituent des articles, quand on va regarder l'historique d'un article, il va être cannibalisé par une promotion qui a eu lieu sur un autre, etc. Donc tout ce nettoyage, toute cette interdépendance de données, c'est un travail énorme. Et le challenge numéro 1 qu'on voulait traiter avec l'intelligence artificielle, c'était d'enlever une partie de cette charge et d'utiliser l'intelligence artificielle pour nettoyer la donnée, avoir de la donnée propre, pour faire tourner dans un premier temps les algorithmes statistiques. L'étape suivante qu'on a franchie, ça a été de complètement oublier les algorithmes statistiques et d'avoir l'intelligence artificielle qui à la fois traite les données et génère les modèles dédiés, spécifiques à chaque catégorie, chaque article, chaque type d'emplacement, chaque horizon de prévision, parce que prévoir une semaine et prévoir 10 semaines dans le futur, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout forcément les mêmes modèles ou les mêmes algorithmes. Et donc, les challenges étaient ici. Donc, c'est des challenges initialement de productivité et d'ergonomie, faire tourner les prévisions à qualité équivalente avec moins d'efforts, moins de personnes nécessaires pour les traiter. Et ensuite, un deuxième challenge, un challenge de qualité, obtenir des meilleures prévisions. Et c'est là où le concept d'intelligence artificielle est intéressant, c'est que tous ces facteurs extérieurs qui viennent influencer la prévision, dans la programmation statistique traditionnelle, c'est des algorithmes que vous deviez écrire. Je veux utiliser la météo dans mes impacts prévisionnels, je devais coder les leviers associés à un beau temps, à une pluie continue ou des choses comme ça. L'intelligence artificielle va fonctionner complètement différemment.
ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter dans les réseaux de neurones ou dans les autres systèmes, les autres types d'algorithmes, il n'y a pas que les réseaux de neurones dans l'intelligence artificielle, on va injecter dans les algorithmes d'intelligence artificielle les données contextuelles et on va laisser le système apprendre, comprendre les corrélations, comprendre les probabilités de corrélation ou d'interdépendance de ces événements avec les ventes et générer un nouveau modèle mathématique chaque fois qu'on lui injecte des nouveaux types de données. Et c'est ce modèle qui sera utilisé comme si on l'avait écrit exprès pour votre jeu de données, hyper personnalisé pour votre jeu de données. C'est ce modèle qui sera utilisé pour faire la prévision ensuite. Générer les modèles, cet apprentissage, ça s'appelle générer les modèles, c'est l'apprentissage. C'est quelque chose qui demande énormément de puissance de calcul, effectivement, comme Patrick l'a mentionné. Mais une fois que le modèle est généré, injecter l'information dans un réseau de neurones et avoir un résultat, c'est extrêmement rapide. Donc le fait qu'on aille beaucoup plus vite, ça ouvre aussi beaucoup d'autres possibilités. La prévision va pouvoir être quelque chose qu'on va jouer en interactif sur des simulations, par exemple de calendrier promo optimum, de cannibalisation ou de choses comme ça. Alors, comme on est depuis pas mal d'années dans la grande distribution, principalement alimentaire, on a beaucoup de clients qui utilisent nos systèmes de prévision statistique depuis fin des années 90, 2000, 2005, 2010, etc. Et on allait en voir un certain nombre d'entre eux qui sont assez maîtres sur l'utilisation de ces systèmes, sur le paramétrage de ces systèmes. Et on leur a proposé de prendre leurs données et de comparer les résultats qu'ils obtenaient sur les systèmes statistiques avec tout l'effort de nettoyage de données, de commentaire des données qu'ils avaient, avec les résultats qu'obtiendrait un système d'intelligence artificielle autonome, sans manipulation humaine des données en entrée, en fait. Donc on allait voir des gens au Canada qui avaient des magasins alimentaires, des gens aux États-Unis sur de l'alimentaire et de la marchandise générale, style décor de la maison, ce genre de choses, en Ukraine, en Norvège, deux chaînes en France, aux Pays-Bas, en Belgique, etc. Donc on est allé voir plusieurs cas pour avoir plusieurs pays, pour avoir plusieurs comportements de consommateurs, parce que les comportements de consommateurs, bien sûr, influent sur la demande. Et puis on a benchmarké, finalement, les solutions d'IA qu'on venait de créer, qu'on a fait apprendre spécifiquement à chacun de ces cas métiers pour obtenir des résultats. Dans chacun des cas, on focusera sur un cas en particulier. La productivité, forcément, elle était meilleure. Le système qu'on a benchmarké était autonome. Personne ne le manipulait, alors que parfois, il y avait des équipes entières qui géraient la qualité de la donnée. Le système obtenait de meilleures prévisions. On va voir comment et combien. Et le système permet, de façon souple et native, sans avoir à programmer quoi que ce soit de nouveau, de tester de nouvelles données contextuelles. Alors, je prends l'exemple de la météo. Tout le monde nous disait il faut la météo, c'est capital. Tout dépend de la météo sur la prévision de la demande. On a injecté les historiques météo sur les 10 dernières années, les prévisions météo sur les 7 jours suivants, et puis on a suivi pour voir si ça avait un impact ou pas. On a trouvé des corrélations sur 9% des références d'un supermarché typique, qui ont des impacts très significatifs, et 91% qui n'en avaient quasiment aucun de notable. Mais pour ces 9%-là, ça vaut vraiment le coup de le faire. D'autres nous ont demandé de tester des calendriers d'événements exceptionnels. Je crois que c'était en Norvège. Il y a des matchs d'équipes locales de handball de handball, je crois. Savoir si ça avait des impacts. Oui, ça a des impacts sur quelques articles, effectivement. Donc, injecter ces calendriers d'événements comme données contextuelles. Demain, pourquoi pas le calendrier des programmes télé, des matchs de foot de la Ligue des Champions, etc. C'est quelque chose qui se fait assez souplement et facilement et qui permet de valider une qualité de prévision. Donc. Voilà, un exemple, merci. Un exemple un peu précis, un peu concret, donc sur Intermarché, en fait, qui est un de nos clients depuis de nombreuses années, donc en fait, qui utilise depuis longtemps nos méthodes de réappro, donc de forecast, de prévision de vente et de réapprovisionnement, donc entrepôt. Donc on a vraiment décidé dans les pilotes de tester 100% entrepôt, 100% magasin ou un mix
entrepôt-magasin. Donc là, c'était vraiment un pilote sur les prévisions sorties d'entrepôt, expédition entrepôt. Donc en fait, leur problème, c'est un peu ce qu'a expliqué Raphaël, des problèmes de productivité, des problèmes de réactivité et de nettoyage de la donnée par rapport à des promos notamment, qui ne sont pas évidentes à nettoyer et être sûr que la prévision du coup en méthode statistique va être la bonne. Donc vraiment l'objectif, c'était de se passer aussi des familles de saisonnalité qui sont assez dures à maintenir, qui sont assez complexes finalement à suivre et que en général tous les prévisionnistes laissaient tomber et voilà, et n'essayaient pas d'optimiser. Donc c'était vraiment l'objectif d'essayer l'IA, de se dire bon qu'est-ce que ça donne par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, sachant qu'ils étaient déjà assez experts et spécialistes sur la prévision, parce qu'il y a effectivement des retailers ou des magasins qui n'utilisent pas forcément la prévision de vente. Intermarché l'utilise depuis longtemps, mais en méthode statistique. Donc on a décidé de faire un périmètre d'abord sur 2 entrepôts, donc l'entrepôt le plus gros et l'entrepôt le plus petit, puisque effectivement, une des questions sur l'IA, c'est de se dire il faut beaucoup de données, il faut tester effectivement sur des gros volumes. On a décidé de tester sur des produits assez différents. Des produits donc avec presque 30 000 SKUs sur un entrepôt et un entrepôt qui contient des surgelés. Donc là, on peut se dire qu'effectivement, ce n'est pas forcément les mêmes problématiques au niveau prévision. Donc on a pris un historique de données de 160 semaines. On a pris une période de test très longue, évidemment, dans le passé, pour retester en fait et pouvoir comparer avec ce qui a été proposé par les méthodes statistiques et ce qui a été fait dans la réalité. Ça a été vraiment l'objectif, de le prendre dans le passé, comme ça on sait exactement ce qui s'est vraiment passé, on sait ce que les méthodes statistiques ont proposé et on a essayé de voir qu'est-ce que l'IA aurait proposé du coup à la place. On a décidé, après le premier pilote, de passer à une douzaine d'entrepôts. Donc ça a augmenté, on est passé de 2 à 12 parce qu'on a voulu voir et tester avec eux qu'est-ce qui se passe sur certains produits un peu difficiles à prévoir. Ils nous ont testé sur du sel de déneigement, sur du charbon de bois, sur des produits sympathiques. Effectivement, c'est ça exactement. Ça a été vraiment pas mal de choses. Pardon ? Non, mais c'est ça, le sel de déneigement. Oui, bon, voilà. Bon, c'est pas. On peut se dire qu'il va neiger, on va avoir du sel de déneigement, mais il faut anticiper. Donc, ils ont voulu voir sur des produits un peu soi-disant impossibles à prévoir. On a testé aussi sur un de leurs entrepôts grand import, donc des promos, etc. Donc là, pas toujours évident, effectivement, pour se dire comment on fait sur des promos. On achète de toute façon en gros. Est-ce qu'on va arriver à tout vendre ? On a vraiment testé beaucoup de choses pour se dire quand est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va être vraiment être sûr d'aller vendre cette solution et être sûr d'avoir des résultats optimum. Donc déjà, au niveau des résultats, donc, on peut voir, on a comparé par rapport à donc, ce qu'on appelle Gold Forecast, donc c'est la méthode statistique qu'on vend depuis 25 ans, qu'on remplace du coup petit à petit, au vu des résultats de tous ces pilotes, qu'on remplace maintenant systématiquement par des propositions d'intelligence artificielle. Pourquoi ? C'est qu'on a vu, et c'est à peu près la même chose sur l'ensemble des pilotes qu'on a pu faire, l'erreur en fait qu'on peut obtenir était de 15% jusqu'à présent. Donc on arrivait à peu près à 80% de fiabilité et on est passé en fait à 5% d'erreur, c'est-à-dire à peu près à 95% de fiabilité sur les prévisions. Donc ce qui est vraiment important quand on compare à la méthode statistique, d'accord ? Donc une erreur diminuée de pratiquement 15 points sur les horizons les plus utilisés, donc à 5 semaines en sortie d'entrepôt, donc un résultat impressionnant et effectivement une erreur qui devient par rapport à la réalité, qui devient à la marge, enfin, qui correspond finalement au stock de sécurité qu'il faut, qui est dans la partie 5% à 5 semaines, qui est exceptionnelle. Et l'ensemble des pilotes a prouvé les mêmes résultats. Donc, Raphaël, je pense que tu vas en parler effectivement sur la partie découverte, des solutions qu'on a pu déployer par rapport à ça. Effectivement, on a gagné 15 points. Alors, Intermarché partait de 20, 21, 22% de taux d'erreur. Là, c'était l'horizon de prévision. Donc, quand on prévoit ce qui va se passer dans 1 semaine, dans 3 semaines, dans 5 semaines, jusqu'à 20 semaines. Oui. L'écart se réduit parce que les méthodes statistiques, avec le côté moyennisant, pardon,
Il y a de l'erreur en plus, en moins, statistiquement, et plus constant, on va dire, sur des horizons lointains, en fait. Oui. En fait, c'est pas qu'il augmente, c'est que quand on est à 5 semaines, aujourd'hui, je veux savoir ce qui se passe dans 5 semaines. Aujourd'hui, je veux savoir ce qui se passe dans 10 semaines. Voilà, ouais. Donc, plus on est loin, effectivement, plus c'est difficile. Quand on est très près, c'est pas forcément plus facile non plus. Parce que à 1 jour, 2 jours, c'est plus dur parfois qu'à 1 semaine. Donc, voilà, c'est comme ça qu'il faut le lire. Là, on partait quand même d'un client qui est assez expert. 20, 21, 22%. Quand on avait présenté ça à d'autres dans le même domaine, dans d'autres pays, ils enviaient ces résultats de 20, 21, 22% d'erreur, donc 80% de qualité de prévision. Et on gagnait 15 points. Quand on a fait des tests, en fonction des pays, Canada, États-Unis, etc., le point de départ était parfois plus élevé. Il pouvait être de 30. Les magasins, on était des fois à 28, 32%, etc. Mais ce gain d'environ 15 points, lui, on l'a constaté assez souvent. Après, en creusant sur toutes les rotations d'articles, c'est-à-dire que les articles, ce qu'on appelle classe A, qui tournent le plus, les articles classe C qui tournent le moins, on part d'un chiffre plus élevé, mais on gagne toujours à peu près ce genre de ratio. Alors, pourquoi ? On pourrait se demander pourquoi c'est mieux, en fait. Les méthodes statistiques, il faut savoir que quand vous avez un signal d'historique qui est comme ça, eh ben, la plupart des méthodes, c'est des espèces de moyennes, en fait. C'est des lissages exponentiels, c'est des régressions linéaires, mais ça va essayer de taper au milieu, en fait. Donc jamais tout à fait juste, jamais tout à fait faux non plus. Ces systèmes essaient de taper au milieu. L'IA essaie de trouver la bonne réponse. C'est-à-dire qu'on va marcher plus par reconnaissance de forme et corrélation. Donc si on a une forme de courbe d'impact promo avec peut-être une petite... les clients qui retiennent un peu leurs achats avant, si la promo a été communiquée avec une publicité, puis le pic, puis ensuite ils sont chargés, ils ne vont plus acheter, etc. L'IA va repérer cette courbe-là et essayer d'appliquer cette courbe-là. Donc plutôt que faire une moyenne au milieu, va essayer de copier la courbe. Ouais. Pour la saisonnalité, c'est la même chose. L'été, les beaux jours, on s'en rend compte maintenant, commencent jamais exactement les mêmes jours du mois de juin ou du mois de mai, etc. Donc l'IA va repérer des formes et puis se dire « Ah oula, là j'ai un signal qui me dit que cette forme est en train de démarrer. » en fait. Donc c'est pour ça qu'on arrive aussi à trouver des résultats meilleurs. Le deuxième chose, c'est sur le traitement des données. Comme l'IA est peut-être moins intelligente que les humains, et c'est le cas, évidemment moins intelligente, mais elle va travailler tous les articles, tous les couples articles-sites, alors que c'est impossible d'avoir une équipe qui soit capable de travailler ces millions de combinaisons articles-sites qu'on a dans la grande distribution. Donc il y a un côté aussi, en moyenne, ça s'améliore parce qu'on va tout regarder en fait. Ce qu'on a appris dans ces époques d'hiver, c'est aussi balancer effort-bénéfice. L'apprentissage, avec la multitude des données corrélées, a un poids sur les machines très très important. On parlait de réseaux de neurones de TensorFlow qui existent et qui sont déjà préappris pour reconnaître des images ou du vocal, ou etc. Il faut savoir qu'ils ont été entraînés pendant des semaines sur des fermes de serveurs. C'est impossible qu'un distributeur puisse payer ce genre de hardware ou ce genre de machine pour sa prévision. Donc l'idée, c'était aussi de se dire, à un moment, il faut qu'on trouve la bonne solution qui répondent aussi aux problèmes de perf, d'empreinte machine et de coût d'exploitation. Donc parfois, on aurait peut-être eu des solutions qui étaient meilleures, mais qui prenaient beaucoup trop de temps et beaucoup trop de puissance machine. On a exploré des types d'algorithmes qui marchent très très bien, mais qui rendent la main qui convergent en beaucoup trop de temps. Donc, on a fait une balance. Et puis, le retail, c'est très divers. On parlait d'insecticides, de sel de déneigement, d'eau, de glace à la vanille ou de choses comme ça. Il n'y a pas d'algorithme qui sache seul, quel que soit son apprentissage, répondre à tous les cas. Les réseaux de neurones profonds, le deep learning, marchent très très bien quand on a beaucoup de volume. Quand on a peu de données, ils marchent très très mal. Il vaut mieux faire une moyenne mobile, ça sera plus efficace. Donc, on est allé chercher des algos d'IA spécialisés dans des différents cas ou différents profils d'articles, et on a développé un modèle d'IA de caractérisation qui va choisir le bon algo d'IA en fonction des profils d'articles et de leur fréquence de vente. Donc, en fait, on parlait de... C'est la même chose qui a été fait sur le cas du joueur de Go, là, qui a été battu par une IA. Les gens ont retenu le mot deep learning, mais en fait, il y avait 100 algos de machine learning différents qui étaient derrière, quoi. Il n'y en avait pas un seul, en réalité. On a été surpris par certains événements. Certains articles ont présenté, et l'IA a bien prévu, un pic de promotion, alors que dans leurs historiques, dans leur passé, ils n'avaient jamais eu de promotion, en fait.
parce que les formes ont été reconnues sur d'autres articles, sur d'autres sites, et l'IA a tenté le coup, en fait, de façon probabiliste pour dire que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, ça va être une promotion. Sur les méthodes statistiques aussi, quand vous avez des forts démarrages avec des promotions et que vous n'avez pas nettoyé les historiques pour dire ça, c'est une promotion, il y a des grosses chances aussi que le système il va continuer un petit moment à dire « Oula, les ventes ont augmenté » et pas baisser tout de suite. Avec la reconnaissance de forme de l'IA, il va savoir sur votre habitude que vous faites des promotions d'une semaine et qu'après une semaine de pic comme ça, c'est toujours une baisse, par exemple. Et le système apprend et s'améliore continuellement. Nous, on est parti du principe de faire un réapprentissage complet de tous les algorithmes sur un retailer, sur un distributeur, toutes les semaines. Donc si pendant une semaine, il y a un magasin qui performe moins parce qu'il y a des travaux dans la rue devant chez lui, et la semaine suivante, le modèle va être réentraîné en tenant compte de ce nouvel événement. Et donc va peut-être trouver une toute autre solution et un tout autre algorithme, en fait. Les nouveaux articles chez les distributeurs qui sont introduits très fréquemment aussi, c'est un problème. Par exemple, une nouvelle marque de yaourt nature qui va finir par cannibaliser les autres yaourts nature qui sont dans le même rayon, ou des choses comme ça. C'est un réapprentissage continu qui va permettre au système de comprendre ce qui se passe. Et les ruptures de stock. Ouais. Alors sur les ruptures de stock, c'est assez intéressant. On a eu plusieurs cas de clients où on avait à la fois l'entrepôt et le magasin. Donc on avait les données des deux côtés. Et là, on s'est rendu compte que coupler les deux, bon, c'était intuitivement, on le savait, mais on s'est rendu compte que coupler les deux, ça donnait des très bons résultats parce que une rupture entrepôt va créer une accumulation de demandes en magasin, mais jusqu'à un certain plafond. Et donc, on a un pic suite à la rupture qui va être prédictible par l'IA, que les méthodes statistiques ne pouvaient pas prévoir de façon propre, par exemple. Coupler les entrepôts et les magasins ou les clients, c'est aussi intéressant parce que l'entrepôt il va livrer plusieurs clients dans plusieurs formats, plusieurs pays éventuellement. Donc l'IA, en regardant l'historique des expéditions et ce qui s'est passé sur chacun des clients, va créer une espèce de multicanalité. Le signal global est peut-être pas lisible, mais c'est peut-être une somme de signaux lisibles parce que ce qui se passe chez chaque client est explicable par des variables contextuelles. Donc ça, c'est un progrès qu'amène l'IA. Dans l'apprentissage, il ne faut pas penser, par contre, là, que l'intelligence artificielle, c'est la fin de l'expertise métier, bien au contraire. L'apprentissage, à certains moments, sur certains aspects, doit être aidé, doit être supervisé. C'est ce que j'appelle le plan B. Sur un magasin, quand vous avez des faibles volumes, ce n'est pas parce que vous avez une vente aléatoire d'un produit de temps en temps que vous allez pouvoir créer un modèle qui va être assez efficace pour prévoir quand aura lieu la prochaine. Par contre, si vous dites au modèle, voilà, j'ai 100 autres magasins qui se comportent comme ça sur ce produit et qui, eux, ont déjà vécu ce passé, si vous dites, si vous donnez au modèle le cluster de magasins à même comportement du vendredi versus le samedi, par exemple, et lui dites comment ça s'est produit chez eux, ça donne une aide à l'IA pour travailler. Ça, c'est vrai pour les magasins, c'est vrai pour les articles. Quand on introduit des nouveaux articles, on peut imaginer construire, grâce à l'IA, une bibliothèque de profils d'introduction d'articles qui vont parfois osciller autour d'une certaine valeur. Les clients hésitent, achètent, retiennent, réachètent, etc. Et détecter le plus vite possible vers quel profil on va s'orienter pour les 3-4 semaines suivantes de l'introduction de l'article. Et puis les promos font partie d'un tout. Habituellement, dans l'ensemble des algos de méthodes statistiques de prévision qui incluent les promotions, les impacts promo, les gens faisaient des calculs d'impact promo de façon séparée et appliquaient ça comme des leviers qui venaient s'appliquer sur la demande. Mais en fait, avec la puissance de calcul de l'IA et la recherche de corrélation, on peut aller plus loin. La même promotion qui est en juin et qui est en octobre, ce n'est pas les mêmes résultats. La même promotion quand il fait beau et quand il fait mauvais, ce n'est pas la même chose, etc. Donc les promos, finalement, on généralise le concept et on les voit comme des données contextuelles, au même titre qu'un match de Ligue des Champions ou que ce genre de choses, en fait. Je te rends la main. Ouais. Alors, aujourd'hui, on les a récupérés via des calendriers types, les calendriers des jours fériés, des événements, des fêtes, etc. Oui, on peut très bien imaginer, on ne l'a pas fait dans l'époque, que les magasins fassent du sourcing eux-mêmes via notre application mobile back-office pour dire, là j'ai des travaux, là j'ai, etc.
un concurrent qui s'est ouvert en face, etc. Et donc, inclure ça dans le prochain week-end, quand il y a le réapprentissage, pour que la fois d'après, on en tienne compte. Donc, c'est très dynamique. Le vrai changement, finalement, il n'y a plus rien de figé. Les systèmes s'adaptent au business, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'effectivement, on pense que ça va venir au commerce de détail assez rapidement, parce que finalement, on peut adapter, que ça soit, comme vous dites, un concurrent ou une zone avec des travaux plus ou moins actifs. C'est assez facile, finalement, d'utiliser maintenant l'IA. Et on ne l'avait pas forcément anticipé avant les pilotes. On peut le faire de façon très locale, très précise. Oui, mais bien sûr, c'est exactement ça. Bah, complètement. En fait, on ne fait pas que l'IA, on fait aussi du back-office magasin, des applications mobiles pour gérer les magasins. Et donc, c'est via ces applications qu'on peut faire de la capture de... Ouais. Voilà. Je pense qu'on a terminé. Voilà, bon, c'est juste pour rappeler effectivement qu'on est vraiment, nous, spécialisés dans le retail. Mais si vous avez des questions, alors on peut se voir après. Je ne sais pas si vous allez, si vous enchaînez vos cocktails ou pas. Je pense qu'on va y rester 5 minutes quand même. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. C'est une bonne question. Là, à 20 semaines, non, ils ne se croisaient pas. Alors, on n'est pas allé au-delà de 20 semaines d'horizon parce que c'était l'horizon maximum utilisé par nos clients dans un contexte de réapprovisionnement entrepôt magasin. Dans un contexte de SNOP, planif financière, etc., avec des horizons 1 an et demi ou plus, on aurait pu, mais on n'a pas fait de tests là-dessus. Ouais. Juste par curiosité, même pas je Alors après, c'est pas que de la curiosité, c'est-à-dire que pour faire ce test, il faut avoir une période d'apprentissage, donc un volume de données, puis une période de test. En réalité, il y a un lien mathématique entre le nombre de semaines d'historique possible et l'horizon que vous pouvez prévoir, parce que dans l'apprentissage, comme on va dire au système « t'as raison ou t'as tort », il faut qu'on ait assez de distance. Donc pour faire des tests à 20 semaines avec 3 ans d'historique, 2 ans et demi, ça passe. Pour faire des tests à 1 an et demi, il nous faut du 5 ans d'historique, ce qui sont des jeux de données qu'on a rarement réussi à obtenir en fait. Il faut les faire tourner. Pour l'instant, ils continuent avec leur méthode statistique. Non, oui, c'est voilà, mais c'est en cours voilà, de discussion et de réflexion. Je ne vais pas donner plus. S'ils étaient à côté de moi, je pourrais vous raconter plus, mais. Oui, il a abouti, voilà, il a abouti à plein de choses. Après, justement, est-ce qu'on met les magasins ? Il y a des questions qui se posent. Mais je pense que dans la totalité, en tout cas, des clients avec qui on a fait des pilotes, ils n'étaient pas forcément très convaincus, surtout qu'au début, on parlait beaucoup avec les opérationnels, finalement, parce qu'il nous fallait récupérer les jeux de données, il fallait travailler avec eux. Voilà, donc ils se sont dit, oulala, on est en train de nous tester de l'intelligence artificielle, et nous, quoi, notre job, qu'est-ce qu'on va faire demain ? Et finalement, ils ont beaucoup travaillé avec nous, ils ont compris que les data scientists avaient besoin d'expertise métier. Il y a vraiment ce besoin expertise métier et science derrière. Ça les a beaucoup intéressés dans toutes les sociétés. Et ce sont eux qui ont été moteurs pour aller vendre à chaque fois le projet à leur direction. Et ce qui nous a étonnés, puisque moi, je rentrais du coup après voilà, les sponsors, les directions, qui est-ce qui va acheter, qui est-ce qui va signer. Et en fait, c'est les métiers qui a vraiment porté le projet à chaque fois chez nos clients. Donc c'est étonnant. Et ils sont aperçus que ça leur dégageait, en fait, franchement, le travail d'analyse de données, enfin, la qualité de la donnée, le travail des familles de saisonnalité, tout ça. Pour eux, c'est pas intéressant, quoi. Puis c'est des choses qui faisaient très mal et parfois pas du tout. Donc finalement, ils l'ont porté le projet. Augmenter, je suis pas sûre. Oui. Je suis d'accord qu'intelligence artificielle, et Patrick t'en a parlé, c'est pas le bon mot. Après, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on parlait du deep learning. On fait plus de deep learning, mais pas toujours, puisqu'on va choisir des algorithmes selon les cas. Enfin, on va essayer de les adapter, justement. On va adapter le meilleur modèle selon les cas. C'est pour ça qu'on a fait des pilotes. En fait, c'est pour comprendre tout ça, pour pas vendre de l'IA pour vendre de l'IA. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu très vite que voilà, c'est un peu galvaudé. Et puis, on ne voulait pas être vu. Ça fait 30 ans qu'on existe par nos clients
comme aller leur vendre des choses, et si ça marche moins bien que la méthode statistique, il n'y avait aucun sens, quoi. Donc, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça. Ouais. Après, augmenter, oui et non, parce que ce n'est pas plus intelligent qu'un être humain au final. C'est juste que c'est... Oui, effectivement, d'accord. Après, il y a perturbation de termes avec réalité augmentée et tout ça, donc c'est des fois délicat. En fait, ce qu'on fait réellement là-dedans, c'est du machine learning. Et dans ce machine learning-là, plusieurs branches, dont le deep learning, les réseaux de neurones non profonds aussi, les algorithmes génétiques, les arbres de forêt aléatoires, enfin, il y en a plein, quoi. Voilà. Mais je dirais que Sophie a tout à fait raison, c'est pas du travail intéressant au final. Donc, beaucoup se sont trouvés assez soulagés de se dire, en fait, j'ai une autre solution pour arrêter de faire ça et quand même avoir des bonnes réponses et passer mon temps à l'introduction des nouveaux articles, à positionner mon calendrier promotionnel ou à ce genre de choses, quoi. Je pense qu'il y a des recherches faites. Nous, c'est pas notre secteur du tout, mais je pense qu'il y a des choses. On nous fait signe de... Ouais. Mais probablement, oui. C'est le moment du cocktail et ça me permet aussi de placer un chiffre que j'ai pas pu. Je vous souhaite de capter les 7,3 milliards de dollars d'investissement prévus par les retailers selon Capgemini en 2022 au niveau mondial. Voilà, 7,3 milliards de dollars. Donc, bon filon. Merci à tous et c'est le moment du cocktail. Merci beaucoup.